Bonjour à tous, ravi de vous retrouver pour ce nouveau magazine C'est la santé. On l'appelle le voleur d'os ou encore la maladie silencieuse. L'ostéoporose, c'est cette maladie des os poreux, concerne 3 millions de femmes ménopausées en France et touche une femme sur deux après l'âge de 60 ans. À l'origine de plus de 130 000 fractures chaque année, cette maladie sournoise, dont la fréquence augmente avec l'âge, on va le voir, a des répercussions importantes sur la qualité de vie et la mortalité. Or, en France, moins d'une femme sur 5 serait actuellement traitée. Pourtant, on peut la diagnostiquer facilement et on verra qu'il existe aussi des traitements qui ont prouvé leur efficacité. Alors avec nous, pour répondre à nos questions aujourd'hui, on accueille le professeur Tao Pham, rhumatologue à l'hôpital Sainte-Marguerite de Marseille. Bonjour. Bonjour. Et le docteur Odile Reynaud-Lévy, gériatre à Sainte-Marguerite aussi. Bonjour et bienvenue. Alors, Tao Pham, l'ostéoporose touche surtout les femmes. Pourquoi ? C'est lié à la ménopause ? En particulier. Alors c'est vrai que c'est une maladie qui touche tout le monde, qui touche toute la population vieillissante, et ça je pense qu'Odile en parlera un petit peu plus que moi, et plus particulièrement la femme, parce qu'en fait la ménopause est un des facteurs de risque. C'est-à-dire que tant qu'on est couverte, qu'on est en fait sous oestrogène, on est protégé, et c'est vrai que dès qu'on a la ménopause, on a ce facteur de risque en plus. Il existe d'autres facteurs de risque, l'alcoolisme en est un, le tabagisme en est aussi un autre, et puis il y a aussi des facteurs de risque qui sont des facteurs de risque iatrogènes, de notre faute, et un des facteurs de risque les plus fréquents, c'est la cortisone. Donc plus on accumule de facteurs de risque, plus on a de maladies qui risquent d'être sévères. Odile Reynaud-Lévy, c'est quoi finalement l'ostéoporose ? C'est le squelette qui est plus fragile, c'est ça ? C'est le squelette qui est rendu plus fragile par différents facteurs. D'abord par le fait que la minéralisation de l'os est moins importante et elle s'amenuise en partie à cause des facteurs dont le professeur Pham vient de parler. Et puis aussi, il y a un problème qu'on a du mal à aborder à l'heure actuelle en pratique clinique courante, qui est le problème de l'architecture de l'os, qui est une autre problématique de la construction osseuse, puisque pour avoir un os solide, il faut qu'il soit bien architecturé et il faut qu'il soit bien minéralisé. Et ça, ce problème d'architecture, il est lié en partie à des traitements, à des facteurs toxiques, au vieillissement aussi, mais on a du mal à l'appréhender par les examens qu'on a à l'heure actuelle, mais il faut en tenir compte quand même. Alors on parle d'une maladie sournoise, elle nous fait pas mal, donc elle est dure du coup à diagnostiquer, c'est ça ? En fait, c'est ça le plus gros problème. Si je reprends les choses différemment, il y a deux grands problèmes. Le premier, c'est qu'il y a beaucoup de gens qui, dans leur esprit, ont l'impression que c'est du simple vieillissement. Ce n'est pas que du vieillissement, c'est pas le fait de vieillir qui fait que vous êtes plus fragile des os. C'est une véritable maladie. Tout le monde, à un certain âge, n'a pas obligatoirement une ostéoporose. Ça, c'est la première chose. La deuxième chose, c'est que c'est une maladie qui est complètement indolore. Donc ça veut dire que tant qu'elle est là, tant que vous n'êtes pas cassé, vous ne savez pas que vous avez de l'ostéoporose. Donc, si on ne fait pas l'effort de dépistage, on passe complètement à côté. Pour revenir un petit peu sur ce que disait Odile en plus tout à l'heure, c'est imaginez que vous avez un os, c'est comme si on essayait d'évaluer la qualité de votre toiture. Et à la fois, on regarde la densité de vos tuiles, donc la densité de l'os, et à la fois, en fait, il faut qu'on arrive à voir la qualité de la trame, de l'architecture. Et si vous avez en fait des poutres en mauvais état, et ben, même si vous avez plein de tuiles, vous allez vous casser plus facilement, tout va s'effondrer plus facilement. Donc, l'objectif de dépister les gens qui ont l'ostéoporose, c'est pas juste leur dire vous êtes malade, c'est si on arrive à les dépister, on peut leur éviter des effets secondaires derrière la fracture, c'est douloureux, mais en plus ça a des conséquences sur le handicap qui est très important, mais surtout on peut la dépister et on peut la prévenir, ça veut dire qu'on peut la traiter. Alors justement ça on va y revenir, mais avant ça je vous propose de regarder ce reportage. Nous avons suivi une opération de cimentoplastie dans le service de radiologie de l'hôpital Sainte-Marguerite à Marseille. Ça consiste à injecter du ciment dans une vertèbre pour la consolider et diminue fortement les douleurs pour le patient. On regarde. Guy, 79 ans, a une fracture vertébrale qui évolue depuis plusieurs mois. Malgré les traitements, sa vertèbre s'est complètement affaissée et on lui a proposé de réaliser une cimentoplastie.
Cet acte peu fréquent consiste à injecter du ciment dans une vertèbre. En fait, il se présente avec une poudre d'un côté et un liquide de l'autre côté. Et quand on met les deux en contact, eh bien, le ciment prend quelques minutes. On l'injecte avec une consistance d'une pâte, comme une pâte de dentifrice. Consistance assez épaisse, mais suffisamment fluide pour qu'on puisse l'injecter. Et puis, au bout de quelques minutes, le ciment est complètement solide. Et la fracture est stabilisée définitivement. Grâce à un repérage radioactif, les radiologues mettent en place une première aiguille pour l'anesthésie locale, puis 2 aiguilles dans la vertèbre qui serviront à injecter le ciment. Le patient couché sur le ventre est sous anesthésie locale, donc il entend ce qu'il se passe autour de lui. On utilise aussi un gaz, le Méopa, pour diminuer le ressenti douloureux de la procédure. Dans la plupart des cas, le gain de cet acte est énorme pour le patient. Pour les fractures ostéoporotiques comme ce patient, c'est 80 à 90% de bons résultats. Amélioration de la douleur, amélioration de la qualité de vie globale. Ces patients sont souvent alités. Ils ont parfois des problèmes digestifs parce qu'ils mangent dans leur lit. Donc c'est vraiment non seulement la douleur, mais la qualité de vie globale d'un patient. L'après-midi même de son opération, Guy pourra s'asseoir. Son mal de dos ne disparaîtra pas du jour au lendemain à cause de l'arthrose, mais il ne devrait déjà plus sentir la douleur liée à la fracture. Le maître mot de tout ça, c'est d'attendre 3 semaines et de faire un retour progressif, très progressif. D'accord. On risque sinon d'accélérer les choses. Guy sera suivi par un rhumatologue, comme Margarita. Atteinte d'une polyarthrite rhumatoïde, son traitement à base de cortisone a fragilisé ses os. Est-ce qu'on vous a remesuré récemment ? On vous a pris la taille ? Non. Alors ça, il faut qu'on le fasse parce que si vous avez perdu beaucoup, plus de 4 cm, peut-être que vous avez fait une fracture des vertèbres, d'accord, sans vous en être rendu compte. Donc on va vous remesurer et puis on va refaire des radios du dos. Même si elle n'est pas sujette aux chutes, le fait de prendre de la cortisone est un facteur de risque de l'ostéoporose. On va lui donner un traitement et il faut qu'elle mange davantage de produits laitiers et de vitamine D. Moi, je ne savais pas que je suis à risque d'ostéoporose, moi. Non, je suis une personne qui ne mange pas le lait. Appelée maladie silencieuse, l'ostéoporose ne fait pas mal et ne se voit pas. Pourtant, c'est une maladie de plus en plus fréquente chez les femmes après la ménopause, car la masse osseuse diminue avec l'âge et avec la carence en hormones féminines, les œstrogènes. Il est important de se faire dépister. C'est bien, chez une femme ménopausée, d'aller poser la question au moins une fois à son médecin traitant et dire voilà, est-ce que moi je suis à risque de faire de l'ostéoporose ? Il faut bien que le grand public, enfin tout le monde entende que l'ostéoporose ça ne fait pas mal et que donc avant d'avoir fait une fracture, on ne s'en rend pas compte, mais que par plein de facteurs de risque, on peut être quand même prédisposé et on peut avoir besoin d'un traitement avant même qu'il y ait une fracture. En cas de doute, le patient passe un examen médical qui permet de mesurer la densité de l'os, c'est-à-dire son contenu minéral. Complètement indolore, il consiste à réaliser une radio du bassin et du rachis pour savoir si le patient a un risque de faire plus de fractures. En cas de fragilité des os, certains traitements existent pour prévenir leur apparition. Alors, le paradoxe de cette maladie, si on peut dire, c'est qu'en France, une femme sur 5 serait actuellement traitée. Pourquoi si peu ? C'est lié, je pense, au fait que c'est une pathologie, comme on le disait tout à l'heure, asymptomatique, c'est-à-dire qui ne fait pas mal jusqu'à ce que le patient soit fracturé. Et donc, quand on va donner un traitement, il est tout à fait compréhensible de concevoir qu'un patient qui se traite pour quelque chose qui ne lui fait pas mal et qui ne représente pas un risque flagrant à ses yeux, va arrêter le traitement. Contrairement, par exemple, à l'hypertension artérielle, où le patient ressent les poussées hypertensives et sait que s'il ne prend pas son traitement, il risque de faire un accident vasculaire cérébral. Et c'est un peu le danger dans lequel on est avec l'ostéoporose, c'est-à-dire qu'en fait, on est dans le même cas que l'hypertension artérielle, c'est-à-dire que l'ostéoporose et la fracture est à l'ostéoporose ce que l'accident vasculaire cérébral est à l'hypertension artérielle. Et c'est ça sur lequel moi j'aimerais insister, le message que j'aimerais faire passer, c'est-à-dire que certes ça ne fait pas mal, mais une fois qu'on est fracturé et qu'on a mal, c'est jamais trop tard
On peut toujours se soigner, même quand on est fracturé. Mais c'est quand même dommage d'en être arrivé là, parce que pour donner un exemple sur la fracture du col du fémur, c'est quand même une fracture très fréquente qui est et qui va être de plus en plus fréquente parce que la population vieillit. Et on va être d'ici quelques années à 50 000 fractures par an du col du fémur. Or, il faut savoir qu'une fracture du col du fémur, ça tue, pour parler très brusquement. 25% des victimes d'une fracture du col décèdent dans l'année qui suit, exactement. Et selon certaines séries, on a même 50% de décès à 6 mois selon les études et selon les populations auxquelles on a affaire. Donc c'est une fracture qui, en dehors du décès, génère quand même une perte d'autonomie majeure. Et on a quand même quasiment 50% des patients qui perdent leur autonomie et qui rentrent en institution dans l'année qui suit une fracture du col fémoral. Donc dans les 6 mois qui suivent. En charge avant que ça arrive, justement. Oui, parce que ça marque vraiment une étape dans la vie de quelqu'un, la fracture du col. Rares sont les patients qui ne savent pas que dans leur famille, leur père, leur grand-mère, leur grand-père a eu une fracture du col fémoral. C'est quand même quelque chose qui est très symbolique dans la population générale, et c'est à juste titre, c'est grave. La fracture du col, c'est grave. Et je crois que c'est là-dessus qu'il faut qu'on argumente pour inciter aussi nos confrères généralistes qui ne peuvent pas tout prendre en charge dans une consultation à avoir cette alarme qui s'éclaire quand ils ont un patient qui a fait une fracture du col du fémur, à orienter leur patient vers la consultation de rhumatologie pour que le rhumatologue prenne en charge cette maladie qui risque d'engendrer d'autres fractures en plus après. Taofam, la fracture, le tassement vertébral, c'est aussi une fracture. Parfois, on a tendance à lui enlever justement ce côté grave aussi. Pour reprendre un petit peu les deux, la fracture vertébrale, on a même changé le terme, c'est-à-dire qu'on a arrêté de dire tassement vertébral, on dit fracture vertébrale pour que justement tout le monde se rende compte que c'est véritablement une fracture. Une vertèbre ne peut pas se tasser si elle n'est pas cassée. Et on a insisté sur la sévérité, la gravité de la fracture du col du fémur, mais toutes les fractures sont graves, c'est-à-dire qu'on sait que maintenant, à partir du moment où vous avez eu une fracture ostéoporotique, votre durée de vie, en fait, va être raccourcie. Et plus vous vous cassez, plus vous perdez en espérance de vie. Donc c'est vraiment quelque chose d'important, c'est-à-dire que même la petite fracture, celle on va peut-être plus négliger, finalement, elle a aussi un impact. Et tous ceux qui se sont cassés vont avoir un risque de se casser encore plus. Ça, c'est par rapport au risque de mortalité, tout simplement, mais il y a aussi le risque de handicap. Odile vous l'a très bien dit, on a 50% des gens qui ont une fracture du col du fémur qui vont se retrouver en fait en état de dépendance plus tard, mais on a exactement la même chose avec les fractures vertébrales. Exactement. Et les fractures vertébrales, en plus on appelle ça la cascade vertébrale, on en casse une, on en casse deux, on en casse trois, et on se retrouve, et c'est comme ça que vous voyez ces femmes âgées en fait, qui sont complètement syphotiques, complètement bossues. Et des très bonnes façons de repérer en fait, qu'on commence à avoir des fractures vertébrales, parce qu'elles ne sont pas toujours douloureuses, c'est de penser à mesurer régulièrement les gens. Et dès que vous perdez quelques centimètres, c'est que vous vous êtes tassé, et si vous vous êtes tassé, vous vous êtes cassé. Donc à l'âge de 50 ans, c'est ça, il faut, donc pour une femme au moment de la ménopause, consulter, se faire mesurer, c'est ça Oui, ça, sur de la consultation de médecine générale, c'est quand même quelque chose de relativement vite fait. Il y a dans certaines officines pharmaceutiques des pharmacies de ville qui mesurent aussi, qui ont des potences pour mesurer les patients. Donc on peut aussi se faire mesurer comme on peut aussi se faire peser dans la pharmacie du quartier, c'est important. Et également dans les consultations classiques, mais également aussi chez les gynécologues qui voient quand même ces femmes ménopausées, c'est quand même eux qui sont aux premières loges pour dater une ménopause et qui doivent avoir cette sensibilité pour mesurer leurs patientes et évaluer le risque ostéoporotique chez leurs patientes aussi, voire après là aussi à les adresser sur une consultation de rhumatologie parce que ils sont gynécologues et ils ne sont pas rhumatologues, mais avoir cette collaboration-là à plusieurs disciplines parce que c'est un problème qui est très transversal et qui touche pas mal de secteurs de la vie des femmes, mais comme on l'a dit aussi tout à l'heure, et on était d'accord pour insister là-dessus, les hommes aussi. Et qu'est-ce qui doit être inquiétant? C'est le fait par exemple d'avoir perdu plus de 4 cm, c'est ça qui doit alarmer? Le chiffre n'est pas important, c'est-à-dire que ça devient significatif quand vous avez vraiment perdu 4 cm. C'est pas qu'une variation de la toise qui a été bien ou mal posée. Exactement. Donc ce chiffre-là, c'est plus parce que là, on est certain que c'est une vraie perte de hauteur. À partir du moment où vous vous êtes cassé quelque chose, passé 50 ans, il faut se méfier, il faut en parler à son médecin et que lui, après, jugera si vous cumulez un certain nombre de facteurs de risque
de voir s'il y a besoin justement qu'on vous mette un traitement anti-ostéoporotique. Le minimum de toute façon de tous les traitements anti-ostéoporotiques, c'est des règles hygiéno-diététiques, c'est-à-dire une façon de vivre, faire régulièrement du sport, on en reparlera peut-être tout à l'heure, et puis avoir une alimentation qui soit riche en calcium et en vitamine D. Manger des produits laitiers, ça peut vraiment changer la donne? Manger des produits laitiers, ça peut en tout cas éviter certaines choses. Et surtout, éviter de se retrouver en carence de vitamine D, ça c'est un des points les plus importants, en particulier chez les personnes âgées, en particulier en gériatrie, ça c'est un combat de tous les jours. On en trouve où de la vitamine D justement? La vitamine D, on en trouve dans l'alimentation, parce que c'est une vitamine qui est soluble dans les graisses, donc on en trouve dans les produits laitiers gras, donc dans le beurre, dans la crème. Et dans l'huile de foie de morue. Dans l'huile de foie de morue, qui rappellera de bons souvenirs à certains de nos anciens. Le problème, si vous voulez, de la vitamine D alimentaire, c'est que pour avoir la dose quotidienne nécessaire en vitamine D, il faudrait manger tous les jours l'équivalent d'1,5 kg de beurre tous les jours, ou de 20 jaunes d'œufs tous les jours, ou de 6 cuillères à soupe d'huile de foie de morue. Je vous laisse apprécier la qualité des repas et la gastronomie. Je pense que je fais envie à personne en disant ça. Voilà. Ouais. Donc l'essentiel de la vitamine D, on l'obtient par la synthèse, par une photoréaction qui se fait à la surface de la peau, les rayons ultraviolets permettant une première transformation de la vitamine D qui après passe dans les reins et dans le foie, plutôt l'inverse, dans le foie et dans les reins, pour obtenir une vitamine D efficace. Voilà. Donc en fait, il faut aller au soleil, et c'est pas parce qu'on vit dans le sud qu'on a plus de vitamine D que dans le nord. En fait, il n'y a pas d'écart entre nos deux populations, et on a autant de carences en vitamine D chez nous. Et pour vous donner un exemple, on retrouve à partir de 70 ans plus de 90% de la population générale qui est carencée en vitamine D. C'est énorme. D'accord, donc il est important d'aller se prendre le soleil, d'aller s'aérer. On ne va pas dire non plus qu'il faut aller se mettre tout le temps au soleil, mais c'est vrai qu'il est important de supplémenter les gens en vitamine D. On a des ampoules qui se prennent très facilement sinon et qui font largement le travail. C'est d'autant plus important de ne pas être en carence de vitamine D parce que on se casse quand on tombe. Et la vitamine D, en fait, vous aide à avoir une force musculaire plus importante. Donc, si on tient mieux sur ses jambes, on va moins tomber. Exactement. Et ça fait encore en plus partie des choses importantes. Et toujours dans les choses qu'il faut faire pour éviter en fait que les gens ne tombent, c'est surtout regarder tout leur aménagement. Et ça, c'est vrai que le rôle des paramédicaux, du médecin généraliste et de la famille, et là, c'est de vérifier que leur vue est correctement, que le malade a correctement corrigé, qu'il n'y a pas de tapis dans lesquels il va se prendre les pieds, qu'il y ait une rampe aux escaliers, enfin plein de petites choses qui vont éviter qu'on se casse la figure, pour parler clairement. Parmi les autres peut-être astuces qu'on pourrait donner, est-ce que vous parliez de... On peut prendre des cours aussi qui peuvent aider, des cours de tai chi ou des cours de prévention pour chuter? Tout à fait, puisque l'activité physique a montré très clairement qu'elle favorisait la qualité de l'os et la qualité du muscle, ça va de soi. Donc effectivement, il y a 2 études essentiellement qui ont montré très clairement le bénéfice du tai chi sur la construction osseuse et surtout, pas tellement sur la construction osseuse, mais surtout sur la diminution des chutes. Et c'est un exercice, une discipline, je ne sais pas trop comment il faut l'appeler, un art peut-être, qui est très adapté à la personne âgée puisque les mouvements sont lents, sont très doux. Ça ne nécessite pas une adaptation du cœur et des poumons très importante. Et donc c'est tout à fait réalisable par les gens les plus âgés, même au-delà de 90 ans. Et ça stimule énormément la position articulaire, la position musculaire, la tonicité musculaire, le tout avec beaucoup de douceur, et donc c'est très très adapté à nos seniors. Donc effectivement le tai chi a fait ses preuves, puis ensuite il y a des travaux qui sont en cours sur l'utilisation de certaines plateformes vibrantes, mais bon, je crois que c'est pas, on rentre un peu dans dans de la recherche actuellement, donc mais c'est quand même bien d'en parler. Et puis tous les sports qui sont dits d'impact, alors il ne s'agit pas d'aller faire de la boxe ou de se mettre au trampoline à 90 ans, mais simplement de marcher. Tous les sports terrestres sont les bienvenus, la marche, le footing, le tennis, et pour les plus âgés, la marche est un excellent sport pour lutter contre l'ostéoporose. Juste un mot sur les traitements pour l'ostéoporose. Donc pas besoin d'avoir fait une fracture pour avoir un traitement, si on considère que l'os est fragile, donc après avoir fait notamment cet examen, l'ostéodensitométrie, on peut déjà être suivi. Ça consiste en quoi ces traitements ? Alors, les traitements de l'ostéoporose, on les donne, on a la chance en France d'avoir des recommandations qui sont très bien faites et qui nous permettent de savoir qui on doit traiter et qui on ne doit pas traiter. On peut en plus avoir un outil qu'on appelle l'outil FRAX qui permet justement de savoir quel est votre risque à 10 ans d'avoir une fracture du col du fémur. Donc ça aide énormément le praticien à savoir quel traitement il faut le donner.
avant fracture, surtout la principale thérapeutique, ça va être éviter les facteurs de risque, donc tout ce qu'on a dit avant, et puis surtout limiter certains médicaments comme la cortisone, et puis donner du calcium, de la vitamine D. Puis parfois, dès qu'on a besoin, on va donner des traitements plus forts qui vont rendre l'os plus gourmand de calcium. Le traitement en fait d'accroche, la plupart du temps, c'est les bisphosphonates. C'est quelque chose qu'on connaît bien. On peut les donner ou en comprimé. Donc dans ce cas-là, maintenant, il y a toutes les formes quotidiennes, toutes les semaines. Et puis maintenant, on a des formes intraveineuses où on peut donner même une perfusion par an. Donc il suffit de manger correctement, suffisamment de lait, de vitamine D et une perfusion par an, et on arrive à peu près à prendre en charge les gens correctement. Donc on simplifie au maximum la prise en charge pour avoir la meilleure adhérence thérapeutique et avoir la plus grande efficacité. Alors après, il y a aussi des traitements. Donc quand on a eu une fracture ou plusieurs fractures, c'est des traitements qu'il faut prendre de manière assez régulière, qui peuvent être peut-être parfois contraignants pour les patients. Justement, j'ai lu que parfois ils oubliaient au bout d'une année de traitement. Est-ce qu'ils ne prennent pas assez en conscience justement la gravité à laquelle ils s'exposent quand ils prennent pas ce traitement? Oui, je crois que c'est peut-être en partie de notre faute, parce qu'on ne s'est peut-être pas expliqué non plus que ça doit être un traitement régulièrement pris. Les patients peuvent oublier. C'est pas souhaitable parce qu'on sait que ça diminue l'efficacité très grandement, d'où ce dont parlait Tao tout à l'heure, c'est très important, la recherche d'une forme de traitement la plus simple possible pour solliciter le moins possible la mémoire entre guillemets des patients, surtout quand c'est intriqué, et plus on avance en âge, plus on est confronté à ce problème, à la polymédication des patients. Et c'est vrai que rajouter pour l'ostéoporose le calcium, la vitamine D et le traitement anti-ostéoporotique, ça fait quand même 3 traitements à prendre en plus quand vous avez déjà le traitement pour la tension et plus d'autres choses. Ça peut faire beaucoup. Il peut y avoir des interactions médicamenteuses, même s'il y en a globalement peu avec les médicaments anti-ostéoporotiques. Donc c'est vrai que les patients peuvent avoir tendance à l'oublier, et là on revient à ce qu'on disait en début d'émission, c'est-à-dire qu'ils oublient d'autant plus qu'ils n'en souffrent pas. D'accord, côté un peu sournois. Ce côté un peu sournois. Donc, d'où l'intérêt aussi d'avoir un suivi quand même de ces patients. Là aussi, c'est assez codifié. On les revoit avec un bilan pour vérifier que le traitement est pris, parce qu'on le voit sur la prise de sang, mais aussi que le traitement est bien supporté, en particulier sur le plan rénal, à 3 mois, à 6 mois, et puis après de se donner rendez-vous une fois par an pour faire le point sur cette prise en charge. C'est quand même très important, me semble-t-il. Et puis parce qu'il y a des traitements qu'il faut savoir aussi, quand on est sorti de la zone rouge, arrêter pour laisser respirer un peu l'os et savoir surveiller pour reprendre éventuellement un traitement lorsque ça sera nécessaire. Donc on lâche pas les patients dans la nature comme ça, avec 3 traitements et en leur disant on vous fait le paquet là et puis vous débrouillez-vous avec. Non, on les accompagne aussi. Ouais, je suis tout à fait d'accord avec Odile. C'est d'autant plus important que l'ostéoporose est une maladie chronique. Alors c'est vrai que ça, on le sait, toutes les maladies chroniques, les gens ont tendance à arrêter les traitements au bout d'un moment. Ça, que ce soit pour le cholestérol, que ce soit pour l'hypertension, on le sait, c'est le refus ou l'épuisement de l'envie. En revanche, ce qui est important à savoir, c'est que pour l'ostéoporose, on a des traitements qui vont rentrer dans l'os et qui vont rester très longtemps dans l'os, ce qui fait que si on prend le traitement pendant quelques années, généralement 5-7 années, au bout de ces 5-7 années, en fait, on peut arrêter le traitement. Donc ça ne veut pas dire que parce que c'est une maladie chronique, ils vont être obligés de prendre des médicaments très longtemps. Et c'est un moyen aussi de motiver le patient pour qu'il prenne vraiment son traitement pendant ces quelques années. Après, il pourra l'arrêter. En tout cas, on pourra faire une petite pause. Voilà. Alors j'ai lu là qu'une nouvelle étude qui vient juste de sortir de chercheurs britanniques disait que la bière était une arme redoutable contre l'apparition future d'ostéoporose. Alors qu'est-ce que vous en pensez? Ça peut aider? Alors, non, ça pour l'instant, c'est pas encore au point. Et pour l'instant, je pense que la bière, il faut garder que c'est quelque chose qui est délétère. Oui. En tant que rhumatologue, en plus, la bière est un grand pourvoyeur de crises de gouttes. Donc ça, c'est quelque chose qu'il faut vraiment mettre de côté. Et c'est vrai qu'en fait, il y a un lien entre hyperuricémie et solidité osseuse. Donc, si c'est pour être malade d'un autre côté pour se protéger de l'ostéoporose, c'est pas une très bonne idée. Et puis moi je préciserai aussi que la bière est quand même de l'alcool et que l'alcoolisme et la consommation chronique d'alcool est le premier facteur de risque d'ostéoporose masculine avec le tabagisme. Ouais. Donc moi je suis un petit peu désolée que ce papier soit sorti parce que je crois qu'on va pas dans le bon sens. D'accord, donc on va rester sur la consommation de calcium, de vitamine D. Qu'est-ce qu'on peut encore conseiller? Donc la marche, le tai chi pour les
les plus âgés, les plus motivés, pour prévenir d'abord la chute, hein, tout à fait. Et puis se faire suivre, c'est-à-dire se faire mesurer, évaluer les facteurs de risque, demander à son médecin généraliste. C'est très facile aussi d'évaluer la consommation de calcium que vous avez au quotidien. Il faut savoir on devrait tous consommer environ à peu près 1200 mg de calcium par jour si on voulait avoir les os suffisamment solides. On se rend compte que c'est souvent pas le cas. Il y a des petits questionnaires très faciles à faire qui sont disponibles partout et ça vous permet de savoir exactement ce que vous mangez et s'il ne faut pas manger juste un yaourt de plus au quotidien pour être parfait. Et puis, merci beaucoup. Il y a un site internet qui est très bien fait, c'est celui du Griot, qui est accessible au grand public, oui. Hein, le Griot, G-R-I-O. Et on tape ça sur internet et on tombe sur le site de référence de la prise en charge de cette maladie. Merci pour ce conseil. En tout cas, c'est la fin de cette émission. Merci à vous pour votre fidélité. Et on se retrouve la semaine prochaine pour un nouveau C'est la santé. À très bientôt.